Salut à toi, et bienvenue à la Fac des sorcières. Dans ce podcast, on part à la rencontre des sorcières modernes pour découvrir leurs pratiques, et répondre enfin à toutes les questions qu'on se pose sur un mythe bien réel. Je m'appelle Nicolas Fayard, et je t'accompagne dans ta quête pour trouver la sorcière qui sommeille en toi, et ainsi affirmer ta juste place dans le monde. Je suis très heureux de te retrouver en ce début d'année, après quelques mois de silence, où j'ai pris le temps de contribuer à l'éveil des sorcières que j'accompagne au sein de l'école Esteria, et aussi prendre un peu de temps pour me ressourcer. J'en profite également pour te souhaiter une année pleine de magie, et je te souhaite de retrouver ta souveraineté et d'accomplir de grandes choses à tes yeux, afin que le monde puisse profiter de ta lumière. Aujourd'hui, j'aimerais te présenter une artiste inspirante et talentueuse, à l'écoute de son intuition. J'ai nommé la formidable Estelle Célesta. En plus d'être une artiste accomplie, elle aime rassembler et partager sa passion lors d'ateliers créatifs auxquels j'ai eu la joie d'assister. À chaque fois, ces ateliers, c'est la promesse d'une reconnexion joyeuse avec son âme d'enfant. Car Estelle sait nous rappeler avec beaucoup de pédagogie que tout le monde est capable de faire preuve de créativité. Le temps passe en un éclair, tandis que l'on se plonge dans un dialogue intime avec notre intériorité. Ces ateliers sont la promesse de rassembler tous les profils autour d'une pratique de l'art accessible, quasi brute, emplie de la simplicité de l'instant. Dans ce podcast, on parle de l'émergence de notre inspiration, des origines de la créativité, qui est différente pour chacun et chacune d'entre nous, et de comment notre créativité est un formidable outil thérapeutique, à la fois de développement personnel et spirituel. Voilà, je te laisse découvrir notre échange, et je te retrouve à la fin pour faire un petit bilan. Salut Estelle. Salut. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'appel. J'avais vraiment envie de t'interroger sur ton art. Du coup, je suis ravi de t'accueillir. Et on va commencer tout de suite par la petite question rituelle. Et la question, c'est comment est-ce que t'es rentré dans le monde de la sorcellerie, de l'ésotérisme, voilà. Quelle a été ton histoire? Déjà, merci. C'est hyper cool d'être là. En fait, j'avais pas tant réfléchi avant de connaître justement ton podcast, parce que c'était naturel, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était passé par un rapport au corps, finalement. Sur plusieurs niveaux, je pense. En fait, pour moi, la spiritualité, je préfère dire, même si j'aime bien sorcellerie, c'est beaucoup passé par une reconnexion, enfin une redécouverte plutôt, comme quand tu dis, enfin comme quand je dis du coup, le retour au naturel, parce que bon, je vais parler pour moi, je sais pas comment toi tu dirais ça, mais ouais, je pense que c'est ça, c'était le début, c'est-à-dire que je me suis dit, j'avais des problèmes de santé à un moment dans ma vie, et je me suis dit que j'en avais marre de faire des choses qui ne fonctionnaient pas, et ça n'avait pas trop de sens pour moi d'aller vers la médecine moderne. Alors là, je parle vraiment que pour moi, hein, pour mon cas à moi. Et du coup, je me suis tournée vers le naturel, du coup. Et en fait, ça s'est accompagné de tout ce qui va avec, c'est-à-dire vraiment redécouvrir la manière de se soigner à l'ancienne, donc un peu comme des sorcières. Tout, en fait, les plantes, les huiles essentielles. Beaucoup écouter mon cycle aussi, en tant que femme. Ça m'a beaucoup aidée. Et voilà, enfin, j'ai fait tout, un peu tout, comment dire, dans le même chemin, et puis tout se recoupe facilement. Du coup, ouais, il y a ça, il y a les produits naturels, l'arrêt de la contraception, encore une fois dans mon cas, pour sentir vraiment mon corps, pour le connaître. Le sport aussi, avec le yoga, enfin voilà, plein de choses. Et je pense, en parlant maintenant plutôt, qu'il y a le tatouage qui a joué aussi dans ce truc de réappropriation du corps. Et du coup, je sais pas, je me sentais mieux dans mon corps, et du coup, j'avais comme l'esprit libre pour aller développer ma spiritualité et tout ça. Donc voilà, c'est ça qui m'est venu par rapport à ta question. Mais je pense que ça serait susceptible d'évoluer, parce que, enfin, comme beaucoup, je pense, de sorciers, sorcières actuels, il y a toujours eu des petites choses qui m'ont attirée dans l'enfance, tu vois. Plein de
de manière de voir le non-vu, d'être fasciné par les croyances de plein de peuples, etc., de comprendre ce qu'il y avait aussi après la mort, tout ça, enfin, plein de choses fascinantes. Donc voilà, le rapport au corps, je pense. Et puis peut-être un peu la musique, quelque part. Puisque j'écoutais du métal, et j'en écoute toujours, et j'en écouterai toujours. Et mine de rien, c'est quand même une musique qui s'autorise à aller voir un peu les côtés sombres, qui te parle un peu plus de sorcellerie, tout ça. Donc je pense que c'est lié à tout ça, dans le fond. Trop bien. Effectivement, c'est intéressant de voir l'approche du corps. Moi, je suis quelqu'un qui est très coupé du corps et je me reconnecte doucement à ce truc-là. Et comment tu mets en lien la question de la musique et du corps ? Est-ce que ça passe par la danse aussi ? Comment tu te reconnectes à ton corps ? Oui, complètement. Alors pour moi, c'est plus de la danse intuitive, parce que je suis pas forcément une grande danseuse dans un style particulier, mais de juste ressentir les rythmes, tu vois, d'avoir des instruments aussi de manière organique, donc pas forcément écouter de la musique avec un casque ou quoi, mais vraiment aller dans un concert, sentir les vibrations en fait des instruments, pour voir ce qui vient en fait instinctivement dans ton corps, juste le bouger. Et finalement, il y a beaucoup de vertus à ça, à la danse. Alors il y a moyen que je parte un peu en canon, donc n'hésite pas à me à me ramener un petit peu parce que voilà, j'ai l'esprit vagabond. Mais ouais, c'est ça, c'est la danse, mais alors ça peut être comment dire, ça peut être une danse intérieure, j'ai envie de dire. Tu peux sentir des choses sans forcément savoir les exprimer, tu vois. Et juste laisser peut-être ton esprit avec les yeux fermés, laisser ton esprit vagabonder sur de la musique, pour moi c'est déjà de la danse. Donc, voilà. J'aime bien cette image de la danse intérieure. Et du coup, je vois bien ce que ça fait, en tout cas. Et du coup, j'imagine que ça s'associe aussi au chant. Je sais que tu chantes souvent, beaucoup. Ah ouais, j'adore. C'est quoi ton rapport au chant ? Et surtout, j'ai l'impression que ton approche est très corporelle, peut-être en lien avec les vibrations. Si tu peux nous parler un peu de ta pratique de chant intuitive. Ah, mais avec grand plaisir. Ouais, le chant aussi, c'est une vraie histoire d'amour depuis le début. Il y a des vidéos de moi qui vient à peine de marcher, où je fais des concerts. Tu sais, j'ai pas de micro, mais j'utilise une banane et puis je chante comme ça, en italien, enfin un truc qui a aucun sens, quoi. Et ouais, le chant, bah pareil, j'ai pas spécialement pris de cours de chant. Par contre, j'ai eu voilà le solfège, tout ça, parce que je fais de la musique. Et autant les instruments, ça apporte quelque chose de vibratoire externe qui est hyper intéressant pour que tu puisses toi te connecter. Autant le chant, vu que ça vient de toi, je trouve ça tellement puissant. Tu peux tout explorer en fait. Et du coup, ouais, j'adore chanter, j'adore le partage surtout dans le chant, parce que je chante pour moi, je chante tous les jours de ma vie. Avant que tu m'appelles, je chantais. Et ouais, je pense que chacune de juste découvrir sa voix, V-O-I-X, ça peut aider à trouver sa voix V-O-I-E, pour le coup. Il y a aussi quelque chose de vachement thérapeutique pour moi. Par exemple, si j'ai besoin de réconfort, je vais plus aller chercher dans des vibrations basses, donc dans des notes très graves en fait, donc dans mon ventre. Et si j'ai besoin de plus de légèreté, de quelque chose de très doux, je vais aller vraiment chercher des notes plus aiguës qui vont vibrer dans la gorge, dans la tête comme on dit. Et ça va pas avoir le même effet sur moi, et je trouve ça très libérateur aussi. Donc le chant intuitif, en fait, c'est libérateur, j'ai pas d'autres mots pour ça. Je pense que tu mets plein de gens qui ne se connaissent pas dans une même pièce, et tu leur fais faire des petits sons, ce qu'ils ont envie de faire, au moment où ils ont envie de le faire. Et ça crée quand même une musique, tu vois. Ça crée quelque chose d'harmonieux, parce que c'est comme être aligné avec ton envie, tu vois, du moment. La note, elle va sortir comme elle a envie de sortir. C'est pas grave si elle est fausse. Et ça va juste résonner avec les autres. Donc je vois ça un peu comme... que j'allais dire comme des arbres. Comme des arbres qui communiquent, tu sais, par les racines. Bah là, il y a quelque chose aussi qui se crée de cette même manière.
J'adore. C'est vrai que c'est intéressant pour avoir fait pas mal de chants collectifs comme ça et intuitifs. C'est assez intéressant de voir que des fois, moi, je me surprends à chanter et en fait, ça vient m'informer sur mon état intérieur. C'est assez marrant de se dire que bah tiens, je suis en train de faire une note et maintenant je commence à me connaître et du coup, je sais que cette note-là, elle veut dire que je suis dans tel état. Et je pense que c'est vachement important dans la pratique de laisser, justement, comme tu disais, sa voix s'exprimer. Mhm. Non, mais complètement. Je vois bien l'aspect thérapeutique. Comme, alors là, c'est encore autre chose, mais je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, mais il y a beaucoup de femmes pendant les accouchements un peu de manière tribale qui chantent Mmh. euh, instinctivement, intuitivement. Elles font une note qui les aide en fait, qui les accompagne dans leur douleur aussi. Et j'avoue que j'avais essayé ça justement pendant mes lunes à moi et de chanter, de faire des notes qui me viennent. Et ouais, ça t'accompagne en fait, tu te sens compris par toi-même. C'est un peu perché, mais c'est hyper joli. Ouais, c'est un réconfort à soi-même, quoi. Complètement. Mais j'ai quand même aussi pas mal l'impression que le chant, c'est vraiment lié à l'âme et je pense qu'il y a pas mal de messages de l'âme. Moi, j'ai les frissons aussi dans le corps. Les frissons et le chant, c'est assez représentatif de quand l'âme va bien, en fait, quand elle est nourrie. Mhm. Complètement. Alors du coup, Donc j'ai un peu c'est... l'impression que tu es une artiste, Estelle. Que ce Ah soit bon? dans le chant, dans la danse, dans l'art de manière générale. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expression, par quoi elle passe, comment tu exprimes ce qu'il y a au fond de toi à travers l'art? Waouh! C'est beau comme question. C'est drôle parce que j'ai du mal à dire de moi-même que je suis une artiste. Hmm, Donc je laisse les autres le dire. c'est bien, moi je le dis. Euh, c'est un chemin hein, quand même Hmm. d'accepter ça. Donc ta question c'est comment est-ce que je m'exprime via l'art? Ouais, C'est c'est ça? quoi ton rapport à l'art en fait, tout simplement? Waouh! Ouais, j'espère que tu as du temps devant toi. Ouais, bah, on est là pour ça. Euh, mon rapport à l'art, je pense qu'en vrai, il y a un besoin de matérialisation de ce Hmm. qui se passe en moi pour, euh, pour que ça sorte, d'une part. C'est-à-dire vraiment thérapeutique, donc c'est sorti, c'est bon, j'ai donné naissance à ce que j'avais en moi et je peux le contempler, je peux comprendre des choses et je peux le diffuser, en fait. Et le partage, c'est une seconde chose ultra importante pour moi. Je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui vont créer que pour eux et c'est ok. Mais dans ma pratique à moi, c'est hyper important non pas d'avoir une validation, mais de communiquer par l'art, en fait, de voir ce que les autres ressentent par les Hmm. couleurs que j'utilise, qu'est-ce qu'ils voient dans les formes que je dessine, et d'échanger en fait là-dessus, comme comme si ça crée un nouveau langage un peu. Et ouais, mon rapport à l'art, je pense que c'est ça, c'est thérapeutique, c'est dans le partage, mais j'ai une pratique personnelle que je partage pas forcément, donc je pense qu'il y a aussi quelque chose d'inexpliqué quelque part, qui va rester mystérieux et où c'est juste un besoin pour moi de faire ça. Que ce soit dans le chant, dans la danse, dans juste le fait de parler, de communiquer avec des gens, euh, de voir ce qu'est ma réalité, en fait, ce qu'est mon monde intérieur, tu vois, de pouvoir le toucher, le sentir, l'incarner au maximum. Je trouve ça trop beau. Et du coup, c'est pour ça aussi que ça me touche beaucoup de voir les formes d'art des autres et leur rapport au mien. Parce que je vais pas partir dans la psychanalyse, mais c'est vrai que je Hmm. trouve que ça dit quelque chose de nous, la manière dont on réagit à telle œuvre, telle œuvre, telle œuvre d'art. Et pour moi, ouais, ça a toujours été une évidence en fait. Je l'ai vraiment fait, même dans mes études, etc. J'ai continué à explorer l'art et toutes ses formes. Et puis je pense que c'est quelque chose que je ferai toujours en fait. Je le sens comme ça. C'est pas un hobby, c'est pas. Puis c'est très vaste surtout. Hmm. Donc avant de tout explorer, il y a quand même du temps. Et moi, je crois que c'est ça aussi qui me drive, qui me motive beaucoup. C'est de me dire, c'est éternel, c'est immense. Et voilà, je vais laisser cette trace de moi à tel moment.
et peut-être on revient dans 2 mois et le moi que j'exprime, il est différent, il est enrichi de toutes ces expériences. Donc j'adore, j'avoue, aussi le fait de laisser une trace quelque part, d'une manière ou d'une autre, dans le cosmos, ici, quoi. Voilà, j'adore ça. Trop bien. C'est intéressant dans ton discours, ce double langage de l'art qui est à la fois de moi vers l'extérieur, c'est-à-dire un peu comme quand je chante une note, ça parle de quelque chose de moi. Quand je mets quelque chose sur un tableau, ça parle de moi en fait. Et du coup, je le fais dans un instant T, juste en étant avec moi-même. Et après, je peux l'observer et se dire ah oui, ok, j'avais ça à l'intérieur en fait. Ça me le fait souvent et je pense que c'est lié aussi à la symbolique et au symbole. Des fois, j'ai des pensées et quand je les exprime d'une certaine manière qui font que les mots que je sors me permettent de voir ce qu'il y avait à l'intérieur de moi et que j'avais besoin de l'exprimer pour le mieux le comprendre en fait. Et donc c'est intéressant de voir cette vraie expression de soi au sein de l'art. Et le deuxième volet aussi, effectivement, c'est ce côté de communiquer l'art et de voir comment il est accueilli et qu'est-ce que ça parle de l'autre aussi. Parce qu'en fait, on est face à des symboles et du coup, les symboles sont là pour... chacun va interpréter des symboles d'une manière différente. Et du coup, je sais que tu animes aussi quelques ateliers. Comment tu mets en exergue cette communication à travers l'art ? C'est-à-dire comment les gens se nourrissent entre eux. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience, de comment ça se met en place ? Ouais. Alors du coup, c'est un peu tout neuf, tout ça. Ça fait longtemps que je voulais effectivement animer des ateliers, mais c'est vrai que j'en ai fait que quelques-uns. Mais c'est quand même fort à chaque fois, donc je vais continuer. En fait, ce que j'adore, c'est de voir l'individu, c'est-à-dire pour moi, hein, là c'est mon petit plaisir à moi, mais voir quelle couleur il va utiliser, pourquoi, etc. Et surtout de voir comment est-ce qu'il compose avec les autres. Donc moi, ce qui m'intéresse dans les ateliers, c'est de faire des co-créations en fait. De voir vraiment, pareil, comme une danse, tu vois, comment est-ce que on va laisser son espace à l'autre, comment est-ce que nous, on va oser prendre notre place, voir un peu la relation en fait qui se construit avec l'autre, même si c'est, voilà, encore une fois, un peu perché peut-être de penser comme ça, mais il y a quelque chose d'hyper profond. Je pense qu'on sous-estime vachement justement le pouvoir du créer collectif, on va dire, de la création collective. Et du coup, dans les ateliers, c'est ça, c'est que j'invite, par exemple, beaucoup avec la peinture. J'aime beaucoup la peinture, le body paint et tout ça. Donc le body paint, c'est plus rapport au corps, pour le coup. Donc c'est intéressant aussi. Mais là, ce que j'ai fait il n'y a pas longtemps, avec une association du coup de Montpellier, là où j'habite, qui s'appelle Balt Productions, on a créé donc un atelier où j'ai amené une grande toile que j'ai disposée au sol et j'ai mis voilà toutes les couleurs primaires à disposition des gens et j'allais voir voilà ce qu'ils allaient faire, mais j'ai quand même voulu accentuer ce côté co-création en expliquant bien que si par exemple une personne fait un grand aplat de rouge, donc une grande trace sur la toile et que ça prend beaucoup de place, si on vient par-dessus faire des choses, mettre des paillettes, mettre du bleu, du jaune, etc., par-dessus ça et faire d'autres dessins et modifier son dessin, c'est pas j'ai pris une place et quelqu'un me l'a reprise et c'est pas une compétition en fait. Il y a vraiment un truc de non, en fait c'est encore plus beau parce que c'est ce qu'on a créé ensemble. Je sais pas si c'est très fluide ce que je raconte. C'est clair. Du coup voilà, c'est ça qui m'intéresse beaucoup. Et en plus les ateliers d'art, pareil, c'est tellement vaste que tu peux inviter donc réellement dans la danse finalement les gens à échanger là-dessus. Et je pense que oui, c'est double bénéfice en fait pour la personne qui découvre comment elle communique avec l'autre et comment il, elle ou même elle va pouvoir se découvrir avec ses choix. Tu vois. Donc il n'y a pas forcément de réflexion à chaque fois. Il n'y a pas tout le monde qui va dire ah d'accord j'ai utilisé du bleu, ça veut dire que j'ai un problème avec mon père. Pas du tout, tu vois. Mais ouais, il y a quelque chose de beau qui se crée à plusieurs. Et là, pour le coup, je leur avais donné le thème d'un monde parfait. Donc là, ce qui est intéressant pour moi, c'est de voir quel visage, quelles couleurs, quelles émotions sont présentes
dans le monde parfait. Et c'était hyper intéressant parce qu'à la fois il y avait des petits cœurs et des oiseaux, et à la fois il y avait des serpents, et voilà, chacune a pu mettre un petit peu de lui, d'elle, dans cette œuvre-là. Et je sais pas, il y a une petite émotion en plus de se dire que c'est plusieurs âmes qui collaborent, je trouve. Trop bien. C'est marrant, ça me fait penser à une expérience que j'ai vécue. Alors c'était en cuisine pour le coup, mais c'était une cuisine silencieuse en fait, où on était tous autour de la table à préparer un repas. Et en fait, c'était intéressant de voir que il se crée une sorte d'intelligence corporelle en fait, parce que personne parle. Mais du coup, comme je suis observateur, je vois que lui, il a besoin d'une laitue, donc je nettoie la laitue. Il me passe le couteau, je lui passe une feuille, et en fait, on se dit pas, mais on est en communion en fait. Et j'ai l'impression que dans tes ateliers, ça crée cette communion-là. Et j'aimerais bien savoir quel est ton rôle, toi, dans ces ateliers-là. Quelle part tu prends? Alors, déjà la part d'initiatrice, Mhm. quelque part, parce que c'est vrai qu'il y a plein de personnes qui se disent moi je sais pas dessiner, je ne sais pas peindre, je ne sais pas danser ce que tu veux, je sais pas chanter, et du coup vont pas forcément oser. Donc de juste oser moi en premier, mettre s'il faut la première trace de peinture sur la toile, ou chanter en premier, ça ouvre la porte aux gens. Et voilà, enfin j'ai toujours été un petit peu dans ce rôle de médiatrice, j'adore ça, je pense que tu peux te reconnaître là-dedans, le passeur. Et donc du coup, ouais, je suis d'abord initiatrice de ça, mais vraiment comme une invitation, hein, pas comme je m'impose et puis faites pareil que moi. Au contraire, c'est vraiment une invitation. Et ensuite, on va dire que j'essaie de poser peut-être des choses, des bases bienveillantes pour que chacune soit attentif aux besoins de l'autre. Parce que c'est vrai qu'effectivement, si par exemple quelqu'un prend toute la place sur une toile, ou se met à chanter volontairement plus fort pour montrer ses performances, c'est pas trop... Alors c'est intéressant aussi, mais c'est pas trop ce qu'on recherche. On cherche vraiment cette harmonie. Donc j'essaie un peu d'équilibrer. Je vais pas dire tu chantes trop fort ou tu chantes pas assez fort, mais je vais peut-être encourager les gens qui ont plus de mal, leur laisser de la place en fait. Voilà, juste permettre un petit peu cet équilibre pour que chacune puisse s'exprimer et vivre l'expérience finalement. Parce que si on prend trop de la place, derrière ça laisse pas beaucoup de place aux autres. Donc je pense que c'est ça. Et j'aime bien avoir cette petite part légère de bienveillance en fait, de sœur gardienne un peu du groupe, tu vois. Pour dire ok, je les mets dans la bulle pour qu'ils aient leur expérience de ça. Et je fais tout pour que la bulle soit assez légère pour ne pas qu'ils la voient comme un obstacle, et assez enveloppante pour qu'ils se sentent assez en sécurité, qu'ils aient de l'assurance pour pouvoir exprimer justement quelque chose, peu importe ce que c'est. Même si c'est un refus de participer, c'est déjà exprimer quelque chose et c'est beau, tu vois. Donc voilà, je pense que c'est mon petit rôle à moi, c'est juste d'être la présence bienveillante. Enfin, j'essaye en tout cas. Trop bien. Effectivement, je pense que tu as dit le mot gardienne, et pour moi, c'est vraiment cet archétype-là de la gardienne qui va créer le terrain d'expression et permettre aux gens de s'exprimer, en fait, tout simplement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans notre société, c'est assez compliqué. Et je trouve ça intéressant d'avoir des espaces, justement, où on s'autorise à être créatif, à voir ce qu'il y a à l'intérieur de nous, à s'exprimer, même si c'est par le dessin et pas forcément par la parole. Et effectivement, je trouve ça intéressant, cette création de bulles, parce que pour moi, c'est assez magique, ce truc-là. Je l'expérimente aussi au sein des groupes avec lesquels je travaille, ou même en individuel. Il y a vraiment le fait de porter une intention bienveillante envers le groupe ou envers la personne, ça crée vraiment une bulle, et ça les met vraiment dans un espace hors du temps, quoi. Je trouve ça fascinant à chaque fois d'observer ce truc-là. Et du coup, je me questionne. Comment tu vois cette image de la gardienne? À quoi ça fait écho en toi?
Waouh, j'ai une réponse instinctive qui m'est venue, mais je l'aime pas du tout. Bah vas-y, balance. J'allais dire un peu à l'archétype de la maman. Ça me plaît pas trop parce que bon, je suis pas très en phase avec ma phase mère justement. J'ai un peu du mal. Je suis plus, j'arrive davantage à être l'enfant intérieur que la mère bienveillante. Mais du coup, c'est hyper intéressant. C'est ça qui est mieux. C'est ça qui est juste. Je crois que la gardienne aussi, c'est un peu mon idéal justement de bienveillance, tu vois. Parce que c'est quelqu'un de fiable, de stable. Pour moi, la gardienne ou le gardien, c'est quelqu'un d'ancré qui justement permet de faire pousser les graines. Donc très terre à terre, donc finalement quelque chose que je ne suis pas du tout. Donc ça m'aide bien de travailler ça. Ah oui, je suis vraiment... je suis beaucoup dans l'air et dans le feu. Je suis très peu dans la terre, mais justement c'est intéressant de voir comment est-ce que j'agis quand je me mets dans ce personnage entre guillemets de terre, de gardienne. Et il y a quelque chose avec le... comment dire ça ? Peut-être l'astrologie, pour moi. J'aime beaucoup l'astrologie, je trouve ça très fun. Et je suis Lion, solaire. Et je me dis que toute ma vie, ce serait un peu cet équilibre à trouver, tu vois, entre ne pas prendre sa place du tout et prendre trop de place. Je sais pas si tu m'as entendu ou pas. Ouais, c'est bon. Okay. Un petit problème de réseau, mais ça va. Du coup, oui, entre prendre pas assez de place et prendre trop de place, parce que la gardienne, pour moi, c'est celle qui arrive à avoir l'assurance de prendre de la place, mais qui permet aux autres de prendre la leur. Donc, qui va pas imposer sa présence, si tu veux. Pour moi, c'est un bel équilibre entre les deux. Et ça m'apprend beaucoup, je pense, d'être dans cette posture-là, parce que je suis, comme tu l'avais dit une fois, je pense certainement un leader naturel, peut-être. En tout cas, j'ai plus de facilité à m'exprimer et à communiquer que la plupart des gens. Et je trouve ça beau de s'en servir plutôt pour permettre aux autres de s'exprimer et de se libérer, plutôt que d'étaler simplement mon art, ma science, ma personnalité, tout ça. Donc voilà, je suis constamment en recherche de cet équilibre et la gardienne est un peu là pour ça, pour moi. C'est intéressant, c'est ce que tu disais par rapport au lion. Effectivement, le lion, il a quand même un rôle de leader. Ah tiens, il rugit d'ailleurs. Il y a l'orage derrière nous. Et en fait, effectivement, dans chaque signe, il y a toujours une transmutation d'un signe à un moment donné. Et effectivement, le lion au premier niveau, il va être un leader égotique en disant, bah voilà, je suis le leader, donc écoutez-moi. Mais le vrai travail du leader, c'est d'être un soutien bienveillant pour que les autres puissent se mettre à son niveau, en fait. Et je pense qu'effectivement, cette juste place s'exprimer, elle est intéressante, de dire, bah, j'ai la capacité, mais je l'utilise à bon escient au bon moment, quand c'est le bon moment pour la personne, et avec justesse, en fait. Et du coup, effectivement, je pense que cette relation à la question de la mère, elle est importante, parce qu'elle vient nourrir et être soutien, et être bienveillante, et à créer un espace. Et je trouve ça cool de pouvoir se dire qu'on peut créer des environnements comme ça pour les gens, pour qu'ils puissent s'exprimer, quoi. Complètement. C'est dans ce que j'aimerais accomplir. Et que tu fais déjà, finalement. Oui, bah après, j'ai des petites ressources de médiation culturelle, parce que voilà, c'est dans mon parcours, mais je trouve que justement, ça se prête bien aux accompagnements des ateliers et à ma pratique personnelle, parce que bon, c'est vrai que les artistes sont pas toujours les mieux placés pour parler de leur art, finalement, parce que voilà, l'objectivité sert bien le propos. Mais ouais, je pense très sincèrement que chacune, on peut devenir ce gardien ou cette gardienne. Mais voilà, c'est un petit chemin, un long chemin. Pourquoi petit, je ne sais pas. C'est un long chemin. Et j'allais dire peut-être petit pas par petit pas pour aller vers ça. Et justement, l'art, pour moi, le fait de co-créer, d'initier des ateliers, etc., ça aide les gens à comment dire, oui, à se libérer, à aller vers cette
cette phase peut-être de gardien-gardienne, où plus tard ils sont tellement à l'aise avec leur assurance créative, on va dire, qu'ils peuvent permettre aux autres de se créer, oui, waouh, c'est sorti tout seul, de se créer, de s'exprimer eux-mêmes et de continuer ce cercle vertueux un petit peu. Trop bien. T'as dit quelque chose d'intéressant par rapport au fait que l'artiste est le moins bien placé pour parler de son art. Et j'aimerais bien que tu nous parles de cette relation à l'œuvre, c'est-à-dire que une fois que tu as produit l'œuvre, ok, elle est venue de toi. Comment tu considères à quel point elle est à toi ou à quel point elle t'appartient pas et quelle est ta part dans l'œuvre en fait? On dirait un sujet de bac de philo. Carrément, je vais me reconvertir. Ah, c'est sûr, ça cartonnerait. Quelle est ma part dans l'œuvre? Ouais, en fait, bon, c'est un peu orienté, j'avoue, mais moi j'ai l'impression que quand j'œuvre, alors moi c'est pas très créatif, mais quand je crée des choses, du contenu, des expériences, j'ai un peu l'impression que ça m'est soufflé en fait, et que ça vient pas de moi, mais que ça passe à travers moi. Et du coup, dans mon œuvre, je ne me reconnais pas, dans le sens où j'ai pas l'impression que ça vient complètement de moi et que j'ai juste été un outil qui a créé cette chose-là en fait. Je sais pas comment, toi, quel est ton rapport à l'œuvre finale en fait. Ah, d'accord, ok. Ah oui, c'est très intéressant cette manière de voir les choses. J'aime croire que c'est un petit mélange entre ce que j'ai en moi et effectivement quelque chose peut-être de plus grand sur lequel je ne mettrai pas de mots. Mais j'avoue que alors il y a peut-être beaucoup justement d'artistes qui aiment avoir cette satisfaction de j'ai ça dans la tête, je le sors, c'est exactement ce que je voulais. Je n'ai jamais cette satisfaction, ok. Je l'ai jamais parce qu'en fait, je sais pas ce que ça va être quand je fais quelque chose. J'ai comme des émotions ou des notes de musique, des choses qui me parlent, que j'aime et que j'ai envie de transmettre, d'exprimer. Mais très souvent, je n'ai aucune idée du résultat final de ce que je vais faire, en fait. Peu importe le support. Je laisse vraiment le corps intuitif, pour le coup, faire son boulot. Et je me dis que l'intuition, c'est un... Alors, ça peut être justement ce petit coup de génie, entre guillemets, d'inspiration, tu vois. On te l'a inspiré. Ça peut être ça. Ou alors, ça peut simplement être des parts de moi que j'ai pas encore explorées et qui se mettent en lumière par ce procédé-là. Mais justement, j'adore être surprise du résultat, tu vois, de pas savoir et d'avoir moi-même la surprise de ah d'accord, ça donne ça en fait à la fin. J'adore ça. Et ouais, je pense que c'est ça mon petit processus, c'est juste l'inspiration, comme on pourrait dire, d'une manière ou d'une autre. Ou alors vraiment, ça m'arrive d'être dans une phase où j'ai besoin de sortir quelque chose, mais là j'en suis consciente, tu vois. C'est une émotion qui vient jusqu'à ma conscience et je me dis ok, je veux sortir ça, peu importe encore une fois comment ça sort, très instinctif, mais ça doit sortir. Et du coup, ça donne des œuvres purement émotionnelles, on va dire, qui sont pas forcément avec des grandes symboliques, des choses, etc., mais juste de la catharsis pure, entre guillemets. Et là, pour le coup, je ne sais pas si c'est tant d'inspiration, parce que justement, c'est mes émotions, tu vois. Donc, à voir un petit peu ce que toi, tu mets dans tes œuvres aussi, pour voir d'où ça peut venir. Ouais, je trouve ça beau comme image de se dire que, à force de... Enfin, moi j'ai beaucoup travaillé avec l'alchimie et du coup j'ai l'impression que c'est un peu le processus inverse, c'est-à-dire qu'on prend une forme et on essaye de trouver quelle est la beauté cachée à l'intérieur de cette forme pour purifier la matière. Et j'ai l'impression que toi tu fais le schéma inverse en disant bah j'ai une émotion qui est pure, qui est belle et je vais la mettre en matière et la mettre en corps en fait. Et je sais pas, j'ai une image qui m'est venue que si tu arrives à faire ce processus pendant assez longtemps, tu dois avoir une connaissance de tes émotions tellement grande et de se dire bah en fait tu pourrais dire j'ai envie de provoquer une émotion chez la personne, du coup je sais à quoi elle ressemble et du coup au bout d'un moment tu arrives à la dessiner parfaitement et je sais pas, j'ai cette image là, je sais pas comment ça joue en toi. Alors c'est drôle parce que je veux pas spécialement provoquer des émotions. Enfin, en tout cas quand c'est dans un processus où tu exprimes quelque chose, tu vas exprimer la tienne et après moi je
je laisse l'œuvre, on va dire, au cosmos. Vraiment, c'est plus à moi. Une fois que c'est fait, c'est fait. Et bon, même si j'aime bien quand même les garder un petit moment avec moi quand je fais des toiles, tu vois, je suis pas toujours prête tout de suite à les donner. Mais vu que ça passe par un procédé d'accueil, on va dire, comme tu l'as très bien dit, des émotions en fait, et de connaissance de soi, je vais partir loin là. Vas-y. Mais ouais, vu que ça passe par cet accueil-là, ce qui se passe après ne me regarde plus, j'ai envie de dire. Enfin, moi, j'ai accueilli, j'ai fait ma part un peu du travail, et j'adore justement le laisser à l'inconnu pour que chacun peut-être ressente quelque chose ou peut-être ne ressente rien. Mais déjà, ne rien ressentir, je trouve pareil, que c'est ressentir quelque chose. Donc, je ne sais plus quelle était la question. Ouais, et puis en fait, je pense que on revient toujours à cette question du symbole, c'est-à-dire que entre ce qui est conscient chez moi et quelque chose qui est de l'ordre de l'archétype, une bulle de sens, qui est abstraite, qui est difficile à comprendre, bah, entre ces deux choses concrètes et abstraites, il y a le symbole. Et de se dire que quand tu contactes une émotion et que tu la dessines, bah, en fait, ça devient un symbole qui parle de cette émotion-là, mais que chacun va pouvoir interpréter d'une manière différente. Je trouve ça intéressant, effectivement, dans l'art, de se dire que chacun va avoir une vision différente du tableau, pourtant, le sens va être le même, quoi. Bien sûr. Là, ça me rappelle beaucoup mes études avec le signifiant, le signifié, tout ça. C'est hyper intéressant. Mais justement, j'aime beaucoup que les personnes voient quelque chose de totalement contraire à ce que j'ai voulu véhiculer. Parce que je me dis que effectivement, on a chacun ces symboles qui nous réunissent, mais on a quand même des connaissances, des expériences et même peut-être un langage tellement propre à nous-mêmes que le même symbole, qui a donc été pensé pour nous réunir en fait sur un même sens, va avoir des sens très très divers quoi, pour tout le monde. Même juste si tu pars de la sorcière, par exemple, tu vois, le symbole de la sorcière, il y en a qui vont te parler d'une vieille dame aigrie, il y en a qui vont te parler d'une herboriste aguerrie qui a une sagesse voilà, incomparable peut-être. Donc, juste de voir comment est-ce qu'on peut réunir toutes nos réalités autour d'un symbole, sans pour autant... En fait, c'est plutôt être d'accord sur le fait qu'on ne sera pas d'accord. Mais c'est déjà cool, tu vois. J'aime beaucoup tout ça. Ouais, c'est beau comme image de voir que l'art peut être fédérateur et qu'en fait, en acceptant que tout le monde a un regard différent sur une même chose, et ben, ça ouvre à la reconnaissance de l'autre et à la compréhension de l'autre. Et en même temps, à la compréhension de soi, quoi. Complètement, oui. Et il y a aussi quelque chose qui me vient, alors je sais pas si tu avais une autre question par rapport à ça ou si c'est ok. C'est le changement aussi de perception que j'ai vu en fait par rapport à la médiation. Du coup, moi, avant, j'étais médiatrice culturelle, donc je parlais des œuvres des artistes, et aujourd'hui, c'est censé être moi, l'artiste. Donc c'est très particulier de passer un peu derrière la caméra, et voilà. Et du coup, ce que j'ai beaucoup aimé là-dedans et que je retrouve comme petit plaisir dans les ateliers, c'est ça, c'est de me dire une personne voit une œuvre, peut-être qu'il ou elle ne ressent rien. Et en fait, par la démarche de l'artiste ou par un angle de vue précis pour expliquer les symboles justement qui se cachent peut-être dans cette œuvre, d'un coup, ça va devenir son œuvre préférée, ça va être quelque chose qui lui provoque de la joie, de l'enthousiasme, de l'excitation, ce que tu veux. C'est ce truc-là pour moi qui était hyper magique, d'accompagner encore une fois, tu vois, les gens sur le chemin d'une œuvre. Pas forcément l'expliquer, parce que je saurais pas l'expliquer mieux que justement l'artiste, même si je te disais tout à l'heure que c'est pas les mieux placés pour parler de leurs œuvres, justement pour ça en fait. On est tellement proche de l'œuvre qu'expliquer notre démarche avec nos propres mots, ce serait pas forcément ce qui est le plus parlant pour le reste du monde. Parce que ça se passe justement dans le cœur, dans la tête d'une personne. Donc, si déjà tu arrives à le communiquer à un médiateur culturel, une médiatrice culturelle, et qu'après cette personne-là fait son boulot, j'ai envie de dire, mais introduit les autres, il y a vraiment
cette transformation presque alchimique, tu vois, de magie, on découvre une seconde fois l'œuvre, et cette fois-ci l'émotion fonctionne, et cette fois-ci le regard porté dessus est fort d'une expérience qui n'est pas la nôtre finalement, tu vois, de quelque chose qui passe par l'artiste, par la médiation, puis par le spectateur. Et tout ça, c'est fascinant, parce que dans les ateliers, tu vois pareil, tu vois. Au début, les gens, ils sont là en mode « Oh, c'est pas top ce que j'ai fait, cette couleur, elle est pas belle, moi, je sais pas dessiner, je sais pas chanter. » Et puis, à la fin, quand t'arrives à leur montrer finalement la beauté de leur pratique, peut-être, ou la beauté du sens d'une œuvre, voilà, peu importe. C'est hyper gratifiant, et je trouve ça vraiment magique, quoi. Puis pour le coup, c'est ça, moi, qui me motivait, en fait. C'est de voir le regard des autres changer, tu vois. Ouvrir des soucoupes comme ça, en mode waouh, j'ai compris un truc incroyable. Et surtout avec l'art contemporain. Enfin, moi, j'ai beaucoup travaillé dans l'art contemporain, et c'est pas le plus facile d'accès, quand même. Je trouve que ça résume bien ce que tu dis, la position de la gardienne, effectivement, qui, en fait, entre la personne que tu vas accompagner, le médium qui est l'œuvre d'art, en fait, et d'accompagner la personne à en faire le tour pour que ça fasse émerger des choses nouvelles en elle. Je trouve ça beau, comme image. Bah, c'est aussi une découverte de soi, finalement, parce que tu te découvres des goûts, des émotions aussi, sur un monochrome jaune. Tu te dis, ouais, bah, je ressens rien a priori, et puis en fait, il peut y avoir des choses folles derrière, quoi. Ouais, c'est juste ouvrir cette barrière de arrête de penser et ouvre-toi à ces émotions qui émergent, quoi. C'est ça. Puis c'est la double lecture aussi. Tu vois, quand je fais un tableau, je me dis pas alors les gens, ils vont capter ce symbole, et puis du coup ils vont kiffer, tu vois. Non, enfin, ça serait bizarre. Mais il y a plutôt un truc ils prennent l'esthétique en premier, comme on fait avec tous et toutes. Ils prennent l'esthétique, il ou elle le juge, et puis enfin le juge inconsciemment, hein. Et puis après, peut-être pour les petits curieux, pour ceux qui aiment un petit peu gratter un peu plus, il y a des symboliques, il y a cette seconde lecture justement où tu vas peut-être comprendre quelque chose sur moi, pour le coup, si c'est mes œuvres, ou alors sur toi, parce que justement ça te fait quelque chose. Tu vois. Ça peut être, ça te dérange, tu vois, mais ça te fera quand même quelque chose. Trop bien. Voilà. Je peux vraiment en parler longtemps. Hein. Bah ouais, on sent que c'est quelque chose qui t'anime. Bah du coup, on pourrait effectivement en parler des heures, mais j'aimerais bien te poser la dernière question. Ouais. Si tu avais un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent pour les faire réfléchir peut-être sur leur spiritualité ou leurs émotions ou leur capacité à être artiste aussi, ce serait quoi? Chers auditeurs, j'ai envie de dire, est-ce que vous écoutez assez votre corps? Voilà. Peut-être juste laisser ça en suspens, parce que le corps, c'est tout simplement. Trop bien. Ça me fait penser que j'ai fait de la kinésio il y a pas longtemps, et j'ai trouvé ça fascinant que mon corps parle complètement en autonomie, alors que mon cerveau contrôlait rien, quoi. Ouais, complètement pareil. Je fais aussi de la kinésio, et ça aide beaucoup justement à avoir cette magie du corps qui parle tout seul. Comme quoi, il y a des choses à dire. Faut le laisser s'exprimer. Trop bien. Si on a envie de venir à un de tes ateliers ou acheter une de tes œuvres, comment on fait? Alors pour les ateliers, ça se passe, je pense, plus sur Instagram. Donc mon nom de scène, j'allais dire, c'est Céleste Animal. Et donc oui, il y a toutes les infos, je vais les mettre au fur et à mesure, dès qu'il y a des nouveaux ateliers, etc. Puis je partagerai peut-être des photos justement des anciens ateliers pour que ça donne envie. Et au niveau de ce que je crée, du coup, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui circulent encore une fois sur Instagram. C'est un des réseaux où je suis le plus active. Et maintenant, j'ai un site internet qui s'appelle celestanimal.com, très sobrement. Et donc pareil, je vais mettre tout dessus. Il y a déjà des œuvres disponibles. Donc voilà, s'il y a le coup de cœur, je serai la plus heureuse. Super, trop bien. Bah, merci beaucoup. Je vous mettrai tout ça dans la description dans tous les cas. Et n'hésitez pas à aller voir le travail d'Estelle. Il me souhaite plus qu'à te souhaiter une belle journée, et puis un grand merci à toi pour ton partage.
Merci à toi pour ton écoute et tes questions très pertinentes, très belles. Salut Estelle. Salut. Merci beaucoup pour ton écoute. J'espère que ce podcast t'aura donné envie de te reconnecter à ton corps et surtout à ta créativité. Si les ateliers d'Estelle t'intéressent et que tu habites loin de Montpellier, sache qu'il existe la possibilité de faire des cercles de créativité à distance. On organise d'ailleurs ensemble la semaine prochaine un atelier pour construire un dream board pour faire de cette nouvelle année 2022 une année extraordinaire. Et tu es bien sûr là où le bienvenu. Pour t'inscrire, tu trouveras toutes les informations sur l'Instagram d'Esteria, E-S-T-E-R-I-A, ou celui de Céleste Animal. Voilà, et si le podcast t'intéresse, n'hésite pas à le diffuser autour de toi, ou de mettre un commentaire sur Apple Podcast. En faisant ça, tu contribues à mon travail, et je t'en remercie. Et si tu veux interagir avec la communauté sur ce podcast, tu peux télécharger la formidable application Tumult, T-U-M-U-L-T, qui permet de laisser des commentaires sur la timeline du podcast, et ainsi faire de ce podcast un lieu d'échange et de partage. Voilà, je te dis à dans un mois, et en attendant, reste magique.